Merci d'être là. On est là pour parler d'argent, pour parler de finances, parce qu'on a bien conscience que l'argent est aussi un des moteurs de beaucoup de choses dans ce monde, et que s'il faut, et si on veut évoluer, il faut aussi investir pour changer. En tout cas, dans certains cas, c'est nécessaire. Et donc, c'est un sujet qu'on va aborder avec trois personnes qui nous ont fait l'honneur d'être ici avec nous pour cette petite table ronde. Caroline, Jacques et Laurent. Et je vais leur poser une seule question aux trois, hein, qui sera la même. D'abord, pour commencer, qui es-tu et pourquoi es-tu là? Alors, bonjour à tous. Je suis Caroline Villecroze. Je suis la directrice marketing et RSE du groupe Layton, qui est un groupe qui accompagne les entreprises pour financer leur transition. Et je suis là pour parler de financement, du coup. Évidemment, en tant que directrice RSE, tout à fait acquise à la cause, même si associer RSE et marketing pose toujours question, rapport greenwashing. En fait, ça vient toucher le cœur de l'offre. Et c'est bien pour ça, c'est bien ce à quoi le marketing sert. Donc le fait de mixer les deux fonctions, en fait, a tout à fait du sens. Donc voilà pourquoi je suis là. Merci Caroline. Jacques. Bonjour, donc moi je suis Jacques Pancrazy, je suis directeur général délégué d'un fonds d'investissement qui s'appelle Qualium Investissement. Notre métier c'est d'investir, donc on n'est pas des prêteurs, on investit au capital d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME. Et je suis ici parce que nous avons, entre autres, investi il y a un peu plus d'1 an dans le groupe Constellation, qui nous a séduit par d'abord l'excellence de son management, et aussi, et comme on aura l'occasion de l'expliquer tout à l'heure, par son implication qui nous a beaucoup séduit sur ces sujets de transition énergétique et de durabilité. Merci Jacques. Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Laurent Caudercher, je suis délégué général au Crédit Coopératif. On a un peu parlé de banque ce matin, de finances. Pourquoi je suis là? Parce que le Crédit Coopératif est différent, peut-être de ce que vous avez en tête quand on imagine ce que c'est qu'une banque et quel impact elle peut avoir ou quel rôle elle peut avoir à vos côtés pour shifter ou pour accompagner les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Merci Laurent. Eh bien, encore une fois, merci d'être là. Et du coup, je vais vous poser une autre question, la même question pour vous trois encore. Pourquoi un actionnaire ou un dirigeant doit-il engager une stratégie climat selon vous? Je commence? Ouais, comme vous voulez. Pour survivre. Enfin, c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années avec l'extinction d'une espèce qui s'appelle les dinosaures. Je crois que si on prend le truc par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le prix de l'énergie, enfin, moi j'ai en face de moi des entrepreneurs qui paient leurs factures d'énergie. Et donc vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc avouez que ça motive vraiment à agir. Et puis si on prend les choses de manière un peu plus large, tel qu'on a essayé de le faire depuis le début de cette magnifique journée, on se rend compte que c'est juste essentiel, quoi. Et même on se dit, est-ce qu'on va assez vite? Probablement pas. Mais en tout cas, échanger, c'est agir. Donc je pense que c'est s'adapter. Et puis je pense un deuxième point, c'est recruter. Enfin, on est tous ici des entrepreneurs ou des intrapreneurs ou des cadres de bon niveau dans des entreprises. On a besoin de recruter autour de nous des équipes. Moi, je pense qu'on ne pourra plus recruter personne si on n'est pas tendu vers cet objectif qui commence. Enfin, on sent tous qu'il y a un bruissement et que c'est en train de monter. Et puis, on ne pourra plus recruter ni clients, ni collaborateurs, quoi. Voilà. Et on sera tout seul. Alors, évidemment, pour les mêmes raisons que celles que tu soulignes, qui ont été illustrées tout à l'heure par les jeunes qui sont venus nous présenter leur association. Nous, en tant qu'investisseurs, et je me place non pas du côté du banquier, mais en tant qu'investisseur, on gagne notre vie en optimisant le rendement que l'on fait sur nos investissements. Il faut bien comprendre qu'au cours des 10 dernières années,
signature des accords de Paris, la COP21, il y a eu des décisions fondamentales qui ont été prises en faveur de la finance durable, qui vont rendre un certain nombre d'activités quasiment impossibles à financer ou dans lesquelles il ne nous est pas possible d'investir. Il y en a déjà une longue liste. Nous avons nous-mêmes, en tant que gestionnaires de fonds, des clients qui sont des investisseurs institutionnels qui, à cette époque, donc il y a 10 ans, se sont vus imposer l'obligation d'intégrer dans leur communication publique, sur leur site internet, dans l'argent qu'ils gèrent auprès de sociétés de gestion comme nous ou d'autres, l'obligation d'intégrer les impacts et les effets du changement climatique dans leur stratégie d'investissement. Et depuis 10 ans, l'inflation réglementaire, l'inflation des normes, et on a une pression et une contrainte toujours plus forte qui a pour seul objectif de flécher les capitaux vers des activités qui promeuvent des critères ESG et qui sont vertueuses pour la transition énergétique et écologique. Donc ça ne va pas s'arrêter, ça se renforce jour après jour. Derniers exemples sur Sustainability Finance Disclosure Requirement qui normalise, qui harmonise et qui fixe un cadre qualitatif et quantitatif d'indicateurs pour que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs comme nous mesurent, contrôlent, soient parfaitement transparents sur les investissements qu'ils financent, ce qu'ils font quand ils sont actionnaires de sociétés pour améliorer ces critères et qu'ils aient une transparence totale sur les activités que nous finançons. Donc, pour un actionnaire ou pour un dirigeant demain, voilà, il est évident que ça prend du temps, mais ça s'accélère considérablement. Et si demain vous voulez, si vous êtes patron de société ou gestionnaire chez Qualium, si vous voulez avoir des investisseurs demain, il faudra répondre à cette contrainte et intégrer ces critères, être parfaitement transparent et discloser tout ce que l'on fait sur ces sujets. Et si vous êtes un dirigeant d'entreprise, si vous voulez recruter, évidemment, parce qu'on voit cette forte sensibilité chez les jeunes, mais demain, vous ferez votre bilan carbone. Si vous voulez avoir des banquiers qui vous financent, si vous voulez avoir encore des actionnaires qui acceptent d'investir chez vous, si vous voulez avoir des clients qui acceptent de travailler avec vous, il faudra démontrer, être en mesure d'être parfaitement transparent sur ce que vous faites en faveur de ces critères de durabilité. Merci Jacques. Je pense que pour ceux qui étaient là ce matin, en fait, les dirigeants sont des humains comme les autres, je pense. Et c'est difficile de se dire autre chose, en fait, qu'il faut se transformer quand on a le constat qu'on a eu ce matin. Et c'est une responsabilité de tous, donc autant d'un entrepreneur que d'un dirigeant, que d'un collaborateur, que d'un père, que d'une mère, de se poser cette question aujourd'hui. Et presque trop tard, d'ailleurs, maintenant. C'est un peu le message qu'on reçoit. Donc je pense que déjà, ça se passe au niveau des tripes pour un dirigeant, de se poser la question et de s'engager. Et après, effectivement, il y a tout un tas de rationnels. Il y a le marché, donc il y a les consommateurs, les clients qui de plus en plus vont demander aux entreprises tu fais quoi en fait pour moi, pour mon avenir. Je vous donne l'exemple de Chanel qui produit des produits de luxe qui sont packagés dans un packaging qui a été créé à la base pour durer 200 ans parce que c'était la solidité, la qualité, le luxe. Et aujourd'hui, on se dit, en fait, il faudrait que ce soit... Enfin, quand le consommateur appelle, il dit, mais elle est biodégradable, la formule, le packaging, j'en fais quoi? Je le recycle où? Donc oui, le marché va s'imposer à nous, et dans le marché, il y a nos collaborateurs. Vous avez très bien dit. Et on voit que même, avant même de se poser la question de la transition climatique, aujourd'hui, on a du mal à recruter pour d'autres raisons. Le deuxième, pour ceux qui n'auront pas fait leur transformation parce qu'ils sont humains ou parce que la loi du marché leur impose, il y a la gestion du risque. Effectivement, accès aux matières premières, hausse des coûts énergétiques. Donc on voit qu'il y a déjà des premières industries qui sont plus touchées que d'autres. Et puis pour ceux qui n'auront encore pas compris que c'est vraiment maintenant que ça se joue, avec un peu de chance, il y aura la réglementation qui a déjà bougé et donc qui va en fait s'imposer à tous et rendre ce changement obligatoire. Mais je pense que ceux qui sont là sont dans le premier exemple que je donnais. Alors du coup, est-ce que tout le monde le fait parmi vos clients, vos participations aujourd'hui?
Alors, il y a des stades de maturité très différents. Donc nous, parmi les engagements que l'on prend, on fait des audits avant d'investir dans une affaire nouvelle sur quel est le degré de maturité de l'équipe de management sur ces sujets de durabilité, quels sont les axes d'amélioration et l'engagement que l'on prend vis-à-vis de nos clients, les gens pour le compte duquel nous gérons des fonds. C'est d'intégrer ces critères dans nos choix d'investissement, d'accompagner, puisque nous sommes au capital de ces entreprises pour une période variable de 3 à 7 ans, des investisseurs de moyen terme, de les accompagner sur leur chemin et de faire progresser ces indicateurs qui aujourd'hui, depuis peu, sont maintenant standardisés. Il y a, comme on l'a souligné, le sujet de on ne réduit que ce que l'on sait mesurer. Donc il y a énormément de travaux qui ont été réalisés pour pouvoir avoir un cadre commun et standardisé de reporting sur les sujets de durabilité. Donc depuis très peu de temps, on a un cadre commun avec 14 indicateurs universels décidés au niveau européen, plus 2 indicateurs au choix, qui vont être disclosés, rapportés régulièrement et sur lesquels on va pouvoir mesurer l'impact, les progrès réalisés par la société et sur lesquels nous serons jugés sur notre façon dont nous avons accompagné les entreprises à s'améliorer sur ces sujets. Alors c'est très variable, c'est pas parce qu'une entreprise n'est pas vertueuse qu'on s'interdit d'investir dedans, ça c'est réservé à des fonds dits à impact, article 9, voilà, selon la classification des fonds selon les nouvelles normes européennes. Nous sommes article 8. Notre obligation, c'est d'accompagner et de faire progresser les entreprises dans lesquelles on investit sur ces sujets. Voilà, donc c'est de plus en plus contraignant. On a aujourd'hui 14 indicateurs. Il n'y a pas encore de comptabilité qui intègre un coût environnemental. Tous les experts s'accordent à dire que d'ici 10 ans, ça sera le cas. Donc on aura dans une comptabilité un coût environnemental qui devra être pris en compte pour mesurer véritablement la performance d'une société, non plus sur des critères uniquement financiers, mais sur des critères extra-financiers, enfin, qui seront non plus hors bilan, mais qui seront directement intégrés et pour lesquels les investisseurs et tous les tiers auront une lecture directe sur comment cette entreprise est vertueuse ou pas sur ces critères de durabilité. Alors, ouais. Alors, oui, maintenant... Alors, oui, bien sûr, je n'ai pas dit que ça se ferait demain. J'ai dit à un horizon de 5 à 10 ans. Comme vous le savez, il y a des organismes internationaux de standardisation de la comptabilité. Il y a maintenant un organisme international dont la présidence a été prise par Emmanuel Faber, ouais, qui va standardiser justement les sujets de durabilité et va imposer probablement à cet horizon de temps des critères qui permettront de mesurer de façon sous un référentiel unique ces critères-là, de la même façon que toutes les entreprises publient un bilan et un compte de résultat et que tous les investisseurs ont une information de qualité. L'enjeu, c'est d'arriver à produire une information de qualité pour une transparence, une lisibilité et que les investisseurs puissent faire des choix éclairés quand ils investissent dans une entreprise, non plus sur sa seule performance financière, mais il va y avoir une convergence des critères financiers et des critères de durabilité. C'est aujourd'hui un consensus. C'est très compliqué, c'est très difficile, ça va prendre beaucoup de temps avant d'y arriver, mais aujourd'hui tout le monde est convaincu que c'est le sens de l'histoire et qu'on y sera tôt ou tard. Laurent, tu veux compléter ? Pour répondre court à ta question, non. Tout le monde n'y est pas. Tu n'as pas posé la question, mais tu aurais pu dire est-ce que c'est simple ? Non. Nous, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on ne peut pas, et je rebondis sur ce que disait monsieur là-bas, tu ne peux pas obliger, quoi. Donc nous, on essaie d'être un peu exemplaire, mais on y va par petites touches. Quand il y a 42 ans, en 1980, on a créé l'épargne de partage. Quand en 1990, on a créé la traçabilité. Quand en 2008, on a inscrit dans notre RSE d'arrêter de financer le carboné. Donc 2008, c'est pas bien, il n'y a pas très longtemps, quoi. Mais 2008, je peux dire qu'on parlait peu de ça en 2008. Hein. C'est un autre monde en fait. C'est fou à quel point, quand même si on regrette que ça n'aille pas plus vite, pour moi qui travaille depuis un certain temps, je vois que ça s'accélère vraiment. Et maintenant, voilà, on est content quand on a des gens comme Oxfam qui nous mettent dans la zone des banques bas carbone. On a même des clients qui viennent nous voir pour ça. Pareil. Ouais.
pareil. Deux mots sur la taxonomie peut-être, parce que ça rejoint ce que je dis. Donc il y a une classification qui va s'appliquer en 2022-2023, qui est en train d'être finalisée sur les activités vertueuses, éligibles, et puis des critères pour mesurer l'alignement des activités des entreprises présentes sur ces activités avec des critères de durabilité. Voilà, donc un horizon de temps incertain, mais incertain quant à sa réalisation, mais certain quant au fait que ça arrivera un jour. Il y aura, et nous c'est déjà le cas pour nous, il y a toute une série de secteurs d'investissement dans lesquels nous n'avons pas le droit d'investir. Et moi j'ai en tête un grand nombre d'exemples d'entreprises qu'on aurait regardées parce qu'elles remplissaient beaucoup des critères d'investissement que l'on recherche lorsque nous faisons un investissement, dans lesquels on aurait pu investir il y a 5 ans, sur lesquels aujourd'hui on ne pourrait plus investir. Des entreprises qui sont sur le plastique, qui sont sur des énergies carbonées, qui font du forage. C'est des dossiers qu'on regardait, qui étaient très intéressants il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, ils se représentent sur le marché, il n'y aurait pas d'acquéreurs, il n'y aurait pas de fonds d'investissement comme nous pour investir dans ces entreprises. Voilà. Cette taxonomie va accélérer ce phénomène. Donc il va y avoir des entreprises qui vont devoir pivoter, parce que ça sera juste une question de survie. Nous, on accompagne des entreprises sur des financements qui sont souvent complexes, diffus. Il y a tout un tas de subventions en fait, dont on peut bénéficier quand on innove dans la transformation environnementale, évidemment les aides européennes, et puis il y a le crédit impôt recherche qui est un de nos accompagnements classiques, on va dire, qui est indifférencié en fait d'une grande entreprise à une petite entreprise pour tout type d'innovation. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui 40% des projets qu'on finance en crédit impôt recherche, ou pour lesquels on aide nos clients à obtenir crédit impôt recherche, sont sur des technologies d'innovation durable. Donc voilà, ce n'est que 40%, mais c'est déjà 40%. Et puis après, il y a un tiers de nos clients. Donc en France, on a 10 000 clients à peu près, qu'on accompagne sur la transition énergétique, donc la rénovation énergétique, la rénovation de l'outil industriel, et qui du coup bénéficient d'autres dispositifs, comme par exemple les certificats d'économie d'énergie, sur des dispositifs de fiches classiques, ou alors... Nous, on essaie d'aller plus loin. On travaille assez en proximité avec l'ADEME sur ces sujets de création de nouvelles fiches non standards, comme par exemple le calcul du gain énergétique est fait en mettant des voiles sur des cargos. On a permis de créer la première fiche sur ce domaine pour le projet Zéphiro Eboré qui va transporter, c'est un petit paradoxe, mais la fusée Ariane. Effectivement, en tout cas, c'est un précédent. Et il y a beaucoup de projets comme ça qu'on peut regarder par rapport à un potentiel de réduction d'impact carbone et qui peuvent être financés à travers ces dispositifs. Et puis aussi tout ce qui est lié à la taxe carbone, au quota carbone. Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément en fait, de dispositifs mis en place par la réglementation, par le gouvernement, par la fiscalité. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de clients en fait, qui viennent taper à notre porte pour monter en fait, des financements un peu complexes avec tout un tas de financements qui viennent en complément de ce que les banques ou les investisseurs peuvent apporter. Alors du coup, hier, on parlait d'un CIR vert. C'est quoi ça, Caroline, un CIR vert ? C'est l'idée, en fait, le crédit impôt recherche, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, puisque la France a été un des premiers pays à lancer ce dispositif. Le crédit impôt recherche, de base, il est censé s'adresser à toutes les entreprises de manière indifférente, qu'elles soient grandes, petites, récentes, anciennes. Donc il est censé être juste pour tout le monde. Il n'a jamais été orienté, en fait. Ce qui a pu porter à polémique des fois, parce que parfois on avait l'impression que c'était peut-être plus des grandes entreprises qui en bénéficiaient ou des entreprises qui font des profits, etc. En fait, il est basé tout simplement sur un principe fondateur qui est l'innovation. En fait, derrière, l'innovation est-elle réelle ? Aujourd'hui, je pense qu'on passe un cap où en fait l'enjeu sociétal, il est l'innovation est-elle réelle et durable, ou en tout cas permet-elle à la société de s'inscrire dans la durée. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être insuffler, de se dire, est-ce que pour une fois, le crédit impôt recherche pourrait être orienté sur des projets durables, sachant qu'il faut être en capacité de les évaluer, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à financer les projets durables
à coût de subvention. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est des dossiers beaucoup plus longs, on n'est pas sûr de les obtenir. Dès que c'est des subventions européennes, c'est des usines à gaz. Donc nous, j'ai envie de dire, on est ravis d'accompagner nos clients là-dessus. Mais en fait, ça ralentit le système et ça ralentit les projets. Et d'autres innovations en perspective dans le secteur de la finance de capitaux ou de prêts? Sur la mécanique, alors déjà ce que je peux dire, c'est que quand tu es banquier, sans vous trois, tu ne peux rien faire. Donc quand tu es banquier, déjà il faut avoir un client qui a envie, voilà, parce que tu peux raconter ce que tu veux, mais si le client n'a pas envie de shifter, tu ne peux pas le forcer. Hein, voilà. Il faut avoir des gens qui l'accompagnent, des entreprises qui l'accompagnent, et puis il faut avoir des gens qui sont capables, des actionnaires qui sont capables de compléter. Les outils du financement, si c'est ta question, les outils de comment tu finances du bas carbone versus tu finances du très carboné, c'est les mêmes. Enfin, si votre banquier vous dit que c'est très compliqué, que c'est pas du tout la même chose, que c'est d'autres trucs, c'est pipeau, quoi, bullshit, ça n'existe pas. C'est la même chose. Hein. Tu finances du court terme, donc du cycle d'exploitation bas carbone, comme tu finances du cycle d'exploitation extrêmement carboné. Tu finances de l'investissement de très long terme bas carbone, comme tu finances de l'exploitation, enfin de l'investissement très carboné. La seule chose, c'est que tous les réseaux mettent en place des offres green. Alors pourquoi ça s'appelle green? Pourquoi ça s'appelle pas vert? Pourquoi pas autre chose? Bon, ça s'appelle en général green partout, c'est rigolo. Pas très créatif, mais c'est comme ça, pour qu'on puisse tracer. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on veut tracer. Nous, par exemple, au Crédit Coopératif, on a décidé, à partir de 2024, d'émettre au moins 25% de notre crédit sur du bas carbone ou aller vers le bas carbone. Mais notre problème, c'est de recruter, je reviens à mon recrutement, les clients qui ont envie. On en parlait avec Jacques et Caroline hier soir. Moi, je veux des clients qui ont envie. Et en général, on essaie de leur donner envie. Et on leur dit, mais pourquoi tu ne mets pas un système énergétique plus vertueux, ou tu n'as pas une production plus vertueuse? Il y a encore un peu de boulot là-dessus. Mais le financement, entre guillemets, bas carbone, c'est d'abord du financement. Alors, attention, le bas carbone, c'est pas le bonnet magique de Harry Potter. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un truc bas carbone que ça marche forcément. Le bas carbone, c'est pas la baguette magique. Ça doit s'intégrer dans un business plan, dans une demande et une stratégie. On a parlé de stratégie tout à l'heure, pertinente. Oui, du coup, concrètement, une entreprise qui a une stratégie bas carbone avérée, cohérente, elle vaut plus cher ou moins cher que la même ailleurs? Alors, je peux me permettre d'intervenir. Je pense qu'effectivement, il y a une prime. C'est évident, ne serait-ce que parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le fléchage des capitaux vers des activités vertueuses promeut et donne une prime à ces mêmes entreprises. On peut citer le cas de Constellation où nous-mêmes, lorsqu'on a contracté un emprunt pour investir et refinancer la dette de l'entreprise, je crois qu'il y a nos financeurs qui sont là, Artemide, voilà, qui doivent avoir eux-mêmes leurs propres contraintes, d'avoir des actifs dans leur total d'actifs, certains quotas d'actifs verts, puisque c'est ce vers quoi la réglementation va nous amener dans le futur. Donc pour pouvoir financer notre opération, ils ont accepté d'avoir ce qu'on appelle des ratchets ESG, donc en fonction de l'atteinte de critères ESG ou pas, avoir un taux d'intérêt qui s'applique à la baisse si on atteint ces critères. Donc on voit bien qu'il y a une prime pour une entreprise comme Constellation qui est très impliquée sur ces sujets, parce qu'elle va pouvoir se financer à des conditions meilleures, et que par ailleurs, c'était un dossier sur lequel il y avait beaucoup de compétition pour vous accompagner, et je pense que ça s'est vu dans la valorisation aussi pour l'ensemble des actionnaires du groupe. Donc oui, intégrer ces sujets... On ne donne pas la valo quand même. Non, on ne la donne pas. Mais intégrer ces sujets, c'est évidemment donner de la valeur à votre entreprise, parce que ça la projette dans un horizon plus souhaitable et désirable qu'une entreprise qui ne fait rien sur ces sujets et qui, à terme, se met en péril et voit sa valorisation baisser. Donc, c'est évidemment l'intérêt des actionnaires que nous sommes d'inciter nos entreprises à être vertueuses sur ces sujets. C'est évidemment, par conséquent, l'intérêt des dirigeants de ces entreprises d'être très attentifs à ces sujets. Parce que quand on voit véritablement l'accélération qu'il y a eu au cours des 10 dernières années, et ça ne va pas s'arrêter demain. On voit bien tous ces sujets qui prennent de plus en plus d'importance. On le comprend bien, hein, l'urgence climatique est là et se renforce chaque jour.
je serais très surpris qu'on revienne en arrière. Ça devrait aller ouais. que plus loin et plus vite. Sur 2011-2020, il y a une étude d'Harvard qui dit que c'est 5% de valorisation supplémentaire pour les entreprises qui ont investi sur des projets de ESG et ils estiment à au moins le double pour les 10 années à venir, voilà, si on parlait de valorisation uniquement. Attends, juste, on va prendre les questions juste après, Cédric. Une petite dernière, juste, et après, je vous passe la parole au public, si ça vous va. C'est quoi les difficultés pour aller plus vite? Personnellement, la décarbonation de... c'est les projets. Enfin, moi, personnellement, c'est les projets qui ne viennent pas assez nombreux, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, on est capable d'aller plus vite. Je crois qu'il y a beaucoup de sources de complexité. Il faut voir que c'est un chantier colossal. D'abord, il est global. Donc, comme le disait monsieur, il faut une harmonisation des règles et des normes. Donc, en Europe, on est leader et très en avance sur ces sujets, mais on voit bien qu'il y a d'autres continents qui ne sont pas aussi avancés que nous. Et qu'un jour, il faudra que tout ça s'harmonise. Avoir des normes communes, des référentiels communs, pouvoir parler le même langage. Aujourd'hui, un bilan, un compte d'exploitation, c'est le même, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe, à peu de choses près. Il y a quelques règles comptables qui changent, mais tout le monde sait lire un bilan. Aujourd'hui, lire une performance extra-financière, c'est qualitatif, c'est des indicateurs qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, on a un règlement en Europe qui vient à peine d'harmoniser tout ça. Ouais, on parle juste du climat, voilà, aujourd'hui. Oui, mais justement, on est sur les sujets de durabilité. Ouais. Avoir des indicateurs de durabilité pour pouvoir mesurer les acteurs qui sont vertueux, ceux qui ne le sont pas. Donc ce chantier est colossal. Il y a des sujets d'innovation, parce qu'il y a des choses, il y a des pans entiers de l'industrie qu'on ne sait pas encore décarboner. Donc je ne parle pas de l'hydrogène, du stockage de carbone, ou de ce genre de choses. Il y a encore des technologies à inventer pour aller plus vite. C'est certainement beaucoup d'argent, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Le gouvernement français fait quand même 60 milliards d'efforts en subventions, investissements chaque année sur la thématique de décarbonation. On parle de 3% du PIB qui serait à réaliser en plus, donc c'est voilà, de l'argent qu'il va falloir trouver, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table au niveau européen ou national sur ces sujets, mais l'innovation technologique est une barrière aussi, et l'harmonisation, avoir des outils de mesure prend du temps, c'est très compliqué. D'autres difficultés, Caroline ? Oui, je pense que le temps, en fait, parce qu'on est tous dans des routines opérationnelles où la société d'information, comme on l'a vu ce matin, nous abreuve aussi d'informations et d'orientation et de questions et de réunions. Et donc on essaie de trouver le temps d'analyser tout ça et d'en sortir une stratégie. Donc je pense qu'il y a un enjeu de poser les stratégies, prendre le temps de les poser, de courage aussi, managérial probablement. Au-delà de évidemment tout ce que tu as déjà dit. Et puis la volonté, la mentalité, faire changer les habitudes. Alors on peut citer le cas chez Qualium. C'est vrai qu'on a fait la fresque du climat il y a un an, un peu moins d'un an, avec nos amis de Constellation. Pour certains, on est une petite équipe, on est une vingtaine de personnes, mais très peu de gens chez nous l'avaient fait. Ça a eu un fort impact dans les mentalités. Donc merci de nous tirer avec vous, de nous embarquer dans votre programme. On était déjà impliqués par la force des choses, comme je viens de l'expliquer, mais on a l'impression de franchir, d'avancer plus vite avec vous. Vous nous tirez. Pour ça, on est très, très intéressant et on en est très heureux. Merci. On va prendre les questions. Merci à vous trois pour tous ces éclairages. Mais je suis quand même un petit peu perdu. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité de vous présenter deux business plans, d'accord, l'un est 2 fois plus rentable que l'autre, mais avec une empreinte environnementale 2 fois plus importante. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il n'y a pas de réponse. Je peux vous apporter une réponse, moi, et puis un autre fond aura une autre interprétation. Donc, c'est une question de jugement, c'est qualitatif, parce qu'on n'a pas encore d'outils pour mesurer précisément voilà, quel est l'impact carbone du business plan que vous nous présentez et savoir comment est-ce que ça sera valorisé ou pas dans 5 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. Ou ça l'est de façon subjective, où on anticipe que. Donc effectivement, il y a des investissements qui sont réalisés dans des business. On se pose la question, on se dit, mais est-ce que dans 5 ans, il y aura encore quelqu'un pour s'intéresser à ces métiers ? Est-ce que la société sera désirable ? Est-ce que j'aurai
est-ce que les gens auront encore le droit d'investir? Est-ce que le prix du carbone sera tel que le business ne sera absolument plus rentable? Donc aujourd'hui, on est habitué à faire des investissements sur la base de critères financiers. Tout ce qui est extra-financier sur ces sujets d'environnement, on est assez démunis. Donc d'où l'intérêt de l'harmonisation des normes que je citais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de réponse. On intègre, et on a l'obligation d'intégrer le risque climatique. On a l'obligation vis-à-vis de nos souscripteurs, et aussi parce qu'on considère que c'est une saine gestion. Pour valoriser notre investissement, on préfère investir dans des business models vertueux. Mais il n'y a pas de... Voilà, on est assez démunis, on manque d'outils, et il y aura autant de réponses à votre question qu'il y aura d'investisseurs qui se penchera sur le sujet. En revanche, on sait une chose, c'est que la pression sera de plus en plus forte et importante pour que ces sujets, qui aujourd'hui sont peut-être des petits sujets, deviennent de vrais sujets importants et disqualifiants possiblement à un horizon de 2, 3, 5 ans. Laurent, vous voulez compléter? Oui. Caroline? Oui, moi, je voulais juste dire que peut-être que dans le business plan, il faut intégrer justement les subventions et les aides qu'on peut obtenir si on est sur un projet durable, et aussi tout ce qu'on va devoir payer, soit comme si on est un obligé en certificat d'économie d'énergie, en quota carbone. Aujourd'hui, quand même, sur le marché, il y a un certain nombre d'obligations qui font que quand on est sur un projet polluant, en fait, on sait valoriser un certain nombre de choses qu'il va falloir payer. Donc, en théorie, un business plan qui est monté sur la base d'un 100% d'impact négatif, entre guillemets, il doit peser plus lourd en termes de pénalité, de coûts financiers, qu'un business plan à impact positif. Donc, ça devrait ressortir quand même entre les deux business plans. Je pense que notre ami voulait une réponse. Je vais tenter la réponse tranchée que tu voulais. Moi, je vais sur le bas carbone pour 2 raisons. D'abord, parce que ma politique RSE m'interdit de faire autrement dans plein de cas. Tu vois, ça fait déjà une première bonne raison. Hein, voilà. Et puis 2, parce que je pense que vu le prix de l'énergie, et je ne vois pas que ça va baisser, et vu ce que ça comporte comme contrainte pour une entreprise, je préfère aller sur du bas carbone. Alors, pour être complet dans ma réponse, si on décidait d'investir dans l'entreprise avec un business plan plus carboné, en tout cas on aurait une obligation, ce serait d'avoir un plan d'amélioration pour réduire ces émissions. Donc on a le droit encore de faire ce genre d'investissement, sauf dans certains domaines d'activité qui nous sont interdits, mais en ayant un plan d'amélioration qu'on mettrait en place et qu'on suivrait avec le management pour rendre, parce que ça serait aussi notre intérêt bien compris, mais en plus on a un plan obligatoire d'amélioration sur ces critères à mettre en œuvre au sein de nos participations. Merci. Une question, une réponse du coup. Donc qui tu veux poser la question? Peut-être à Caroline. Le thème, c'est financer la transition. Et j'ai trouvé que... je m'attendais à des propositions plus concrètes et plus inspirantes. Merci pour la question difficile. Si je peux donner quelques exemples, mais ça va sortir un peu... Enfin, c'est des exemples un peu sortis de contexte, mais effectivement, aujourd'hui, on accompagne des clients qui innovent, par exemple, pour produire des champignons spécifiques qui aident pour servir de fertilisant naturel. Selon les sols, c'est 100 à 150 000 euros de crédit impôt recherche par an pour cette entreprise qui n'est pas une grande entreprise. Donc vous imaginez, ça accompagne quand même pas mal le développement. Et à l'autre bout de la chaîne, on accompagne un grand groupe de luxe aujourd'hui sur, alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vertueux, mais c'est un premier pas sur la compensation carbone volontaire pour 30 millions d'euros par an. Donc on commence à être sur des montants quand même assez significatifs. Ou alors, encore une fois, sur des stratégies de quotas carbone, d'anticipation sur les quotas carbone, sur une industrie d'acier pour 50 millions d'euros. Donc on est quand même... Après, les dispositifs derrière, c'est compliqué de rentrer dans le détail. Le cargo à voile, c'est pareil. Sur les certificats d'économie d'énergie, on est sur plusieurs millions d'euros en complément, évidemment, d'un financement bancaire et... d'une industrie qui se constitue, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais à chaque fois, on arrive à compléter quand même de manière assez significative
sur des projets, des investissements auxquels on n'avait pas forcément pensé en termes de ressources additionnelles, quoi. En fait, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Paradoxalement, comme tu le disais, il y a quand même pas mal d'argent sur la table. Et cet argent, il a du mal à arriver. Alors, on pense toujours aux banques, à la difficulté d'obtenir un prêt, aux investisseurs, à la difficulté de faire des pitchs. Puis tout ça, c'est dilutif. En fait, il y a pas mal d'argent aujourd'hui qui est mis sur la table par les organisations, encore une fois l'Europe, la France en premier, et qui n'arrive pas jusqu'aux entreprises parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut monter les dossiers, parce qu'on ne va pas passer par un cabinet de conseil, ils vont encore prendre des sous. C'est vrai, on est success fees, donc effectivement on prend un peu de sous, mais c'est sur le succès. Donc, et c'est dommage, et on le voit pas qu'en France, hein, dans plein de pays, on est dans 13 pays, c'est les mêmes problématiques d'accès au financement. Alors, on peut souligner quand même juste, quand même BPI France a ouvert un guichet pour gérer les demandes dans le cadre du plan France Relance. C'est relativement efficace. Ils ont fait un travail remarquable. Le dernier fonds créé, c'est le fonds pour la décarbonation des processus industriels, basculer sur des solutions électriques versus des solutions à base de pétrole ou de gaz. Un fonds de 1,2 milliard de subventions ouvert sur des technologies existantes pour décarboner des process dans l'industrie. Voilà, il y a un guichet unique, ça fonctionne très bien, on le sait, parce que nous, on incite nos participations à taper dedans, à faire les dossiers. C'est relativement court comme réponse, on a l'argent relativement vite, les dossiers sont pas si compliqués que ça à monter, les directeurs financiers de nos participations font des choses bien plus compliquées souvent, et on peut saluer quand même le travail qui a été fait, parce que c'est très efficace, c'est très bien fait, tout se passe en ligne. Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits là-dedans. L'ADEME, j'ai moins cette expérience, mais vous l'avez. Oui, parce que la fiscalité de l'énergie ou les C2E vont aussi permettre de boucler le financement. Il y a quand même beaucoup, sur des technologies existantes qui ont un fort impact de décarbonation. Il y a quand même beaucoup d'argent public mis sur la table, que ce soit à travers des subventions, des fonds de dotation ou le plan France Relance. Voilà, Non, mais ça revient par contre un peu à ce que disait Laurent, c'est-à-dire que un dossier de décarbonation ou pas de décarbonation, c'est grosso modo quand même les mêmes outils, parce qu'aujourd'hui l'imagination n'a pas été aller jusqu'au bout de certains outils, comme tu disais, le crédit d'impôt recherche vert. Il y a un concept qui vient de sortir là, on en parlait, c'est les dividendes climat. Il y a les emprunts indexés sur les critères ESG, ça c'est assez courant. Mais en termes de dispositifs, il n'y a pas forcément de choses. Il y a des financements spécifiques, mais sinon, voilà, c'est du capital, c'est du prêt, et c'est des certificats d'énergie. C'est pas très spectaculaire. Je crois il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai appris que je crois qu'en France, on a 40 000 tonnes de coquilles d'œufs qui sont des résidus de production d'omelettes. De dur, de je sais pas quoi, qui sont pas utilisés. On a financé quelqu'un qui agrège ces coquilles. Alors la partie extérieure, il y a une membrane, il y a la partie intérieure, une autre membrane, et puis il y a la coquille d'œuf entre les deux membranes. Vous regarderez la prochaine fois, vous cassez un œuf, vous penserez à moi, peut-être. Et donc on fait des trucs, on peut remplacer des matériaux comme le plastique, on fait des colles. Grâce à ça, c'est de la clean tech. Enfin, c'est ça. Et on fait des choses assez faciles. On a aussi financé un petit robot qui va dans les. Alors, je ne sais pas si vous habitez Paris, peut-être ici. Vous avez vu, il y a des trous dans Paris parce qu'il y a des canalisations qui fuient. Et donc, c'est très embêtant parce qu'il faut décaisser des centaines de milliers de mètres cubes de terre pour voilà. Donc, il y a une boîte qu'on connaît qui a fait un petit robot que vous mettez dans la canalisation. Il se balade, il prend des photos, il regarde, il a un petit lidar, et il regarde les fuites. Ce qui fait que vous décaissez seulement 4 mètres cubes là où il y a une fuite. Voilà. Donc en fait, c'est pas des trucs en effet, c'est pas très spectaculaire. Ce que je dis, c'est pas très passionnant, je pense, mais voilà, c'est ce qui fait changer aussi les choses. Donc moi, ça rejoint un peu la question précédente. Pour moi, la transition aussi, on parle beaucoup de sobriété. Et là, moi, ce que j'entends, en fait, c'est comment maintenir des business models existants, polluants, et les rendre un petit peu mieux. Mais finalement, enfin, l'industrie du luxe, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus utile et de plus nécessaire à la société, enfin, en quelque sorte. Et je me demande, est-ce que financer la transition, c'est pas plutôt aider certaines entreprises qui ont plus lieu d'être, donc je parle pas forcément du luxe, mais d'autres, à
à ne plus exister, et puis en fait à permettre aux personnes d'aller dans d'autres secteurs. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment changer toute l'économie, enfin toute la façon dont on fonctionne, et pas juste faire des emballages un peu plus propres pour un truc qui finalement n'est pas utile. Donc, je ne sais pas si ma question a lieu d'être ici, mais c'est ce qui me vient. Elle est pas mal la question, et je vous invite à rester à la table ronde juste après, parce qu'on va parler justement avec Yako la transformation des business models avec les différents stades de maturité des organisations par rapport à ça. Et on voit effectivement qu'il y a différents niveaux de maturité pour atteindre le niveau de maturité que vous évoquez. Mais on ne peut pas dire, je crois, aujourd'hui à une entreprise, tu dois disparaître. Et en fait, elles doivent aussi se réinventer sur un autre format. Et comment elles font là, il y a des processus, pour le coup, qui sont assez aboutis. Bonjour. Merci, c'est juste pour réembrayer. Vous avez donné la logique du client qui formule sa demande, de l'ensemble des offres. Est-ce que dans financer la transition, il n'y a pas une remise en cause aussi du modèle d'approche de la finance elle-même? Puisqu'aujourd'hui, on va dire que c'était basé sur le ROI du capital, tel que l'a dit monsieur précédemment. Et demain, on a expliqué ce matin que la transition, c'était la diversité. C'est-à-dire le local, le spécifique, l'unique, le différencié, le résilient, le durable. Mais si on est dans cette logique-là, le modèle industriel massif de la banque finance d'aujourd'hui ne peut pas perdurer. Donc, comment on voit un alignement entre la demande du client qui va être de faire des choses de plus en plus spécifiques d'un côté, bon pour la diversité, on va prendre ce parti, avec de l'autre, un financement qui pourra être de 4% à Lille parce que c'est tout plat et de 18% à Grenoble parce que c'est tout montagneux, le tout étant cohérent dans le modèle global parce qu'on veut être localement résilient et durable. Donc est-ce que le troisième pivot, c'est pas le client, l'ensemble des offres et la transformation du modèle d'approche de la banque finance? Je peux prendre celle-ci. Alors, j'ai pas compris le truc entre Grenoble et Lille, mais je suis complètement d'accord avec tout le reste sur le. Ouais. En fait, non, vous avez raison. C'est-à-dire que si le but de tout le temps, c'est de faire de plus en plus de fric, on va faire de plus en plus de fric. Ok. Voilà. Nous, on a tordu le truc. Nous, on est une coopérative bancaire. Donc, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Ça aide. Voilà. Donc, si vous avez des actionnaires à rémunérer qui vous demandent de plus en plus de fric, voilà. Bon, ça donne ce que vous avez. Ça donne ce que vous avez dit. Et puis, il y a aussi choisir. Mais ça répond aussi à ce que disait Madame tout à l'heure. Les banques sont beaucoup attaquées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a fait un peu n'importe quoi. Enfin, quand je dis on, je ne mets pas le crédit coopératif dedans, mais un certain nombre ont fait un peu n'importe quoi, financer n'importe quoi pourvu qu'il y ait de la marge. C'est ce que vous disiez un peu. Ouais. Bon, quand tu consommes, tu choisis. Mais les banques choisissent ou pas de faire. Nous, ça nous arrive de dire non assez souvent parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne veut pas faire, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Mais est-ce que c'est des projets qui ne sont pas rentables pour nous? Souvent, c'est des projets qui sont rentables pour nous. Donc, peut-être que le modèle que vous appelez, c'est peut-être un modèle plus raisonné, avec une vision plus sociétale des choses. Merci. On va s'arrêter sur ce parallèle avec l'économie sociale et solidaire que tu évoques et qui peut être un axe de solution. Je peux juste te dire un truc. Non. C'était juste pour qu'on applaudisse. J'aurais voulu qu'on t'applaudisse et qu'on applaudisse Constellation parce que la journée est géniale. Non, merci. C'est super sympa. Donc, on veut rester un peu discret, mais merci quand même.